Tu lèves les yeux et tu vois un flash orange vif dans le ciel. Quelques instants plus tard, tu entends un boom si fort que les vitres des fenêtres autour de toi éclatent en morceaux. Et puis tu le vois, un énorme bout de roche spatiale brûlant au-dessus de ta tête et se dirigeant vers la Terre. Lorsqu'il touche la surface, l'explosion laisse derrière elle un énorme cratère. Il fait 19 km de profondeur et il est aussi large que le lac Michigan. Après cet impact, les 3/4 de tous les organismes vivants de notre planète se battent pour survivre. Cet événement a eu lieu il y a environ 66 millions d'années, et l'éclair brillant dans le ciel n'était autre que ce fameux astéroïde qui a anéanti les dinosaures. De nos jours, nous avons de nombreux moyens de nous en protéger. Par exemple, nous pourrions nous cacher dans des bunkers profondément enterrés et survivre. De tels bunkers seraient d'ailleurs bien utiles car il y a de nombreux astéroïdes dans le ciel. Et certains d'entre eux n'attendent que leur fenêtre de tir pour faire des ravages sur la Terre. À commencer par l'astéroïde 1990 MU. En 2027, il s'approchera de façon alarmante de notre planète. De nombreux experts craignent que la force gravitationnelle de la Terre n'attire le rocher qui a la taille de 2 ponts de Brooklyn. Dans ce cas, il se rapprocherait et finirait par s'écraser sur la surface de la planète. Un tel impact provoquerait une onde de choc qui serait ressentie sur d'autres continents. Une fois que l'astéroïde aurait touché le sol, il y aurait une explosion. Elle serait si brillante qu'on pourrait se dire qu'un nouveau soleil vient d'apparaître ici même sur Terre. La collision libérerait une énorme quantité d'énergie qui se transformerait ensuite en chaleur. Tout ce qui se trouve autour du point d'impact prendrait feu instantanément. Et si l'astéroïde tombait dans l'eau, cela provoquerait des vagues de tsunami plus hautes que l'Empire State Building. De nombreuses villes côtières seraient inondées, la poussière qui s'élèverait après l'explosion recouvrirait le soleil et le monde serait plongé dans l'obscurité. Si la poussière restait dans l'air assez longtemps, le climat de la planète changerait et la Terre commencerait lentement à geler. Si tu penses qu'une si petite météorite ne peut pas causer de si graves dommages, regarde la météorite de Tcheliabinsk. Elle a frappé la Terre pendant l'hiver 2013. Lorsque la roche spatiale est entrée dans l'atmosphère, des personnes situées à des kilomètres ont entendu une forte détonation. L'objet brillant et incandescent s'approchait de la surface terrestre à une vitesse d'environ 18 km par seconde. À mi-chemin, il s'est scindé en plusieurs morceaux. Cela a provoqué plusieurs ondes de choc plus fortes. Lorsque les fragments ont touché le sol, cela a provoqué un important tremblement de terre. Et la réplique des explosions a brisé les fenêtres de 5000 bâtiments. Les habitants de 6 villes autour du lieu du crash ont ressenti les secousses de l'impact. Or, cette météorite ne faisait que 18 mètres de diamètre. Heureusement, l'astéroïde 1990 MU passera a priori à une distance raisonnable de notre planète, donc nous ne serons pas en danger. Ouf! Mais le prochain astéroïde qui s'approchera de la Terre aura un diamètre de 4,8 km. Il s'appelle 3122 Florence. Si ce géant frappe notre planète, il pourrait rayer des continents entiers de la surface de la Terre. En 2017, ce rocher spatial s'est terriblement rapproché de nous. On pouvait le voir dans le ciel, même avec un petit télescope. L'astéroïde suivant est le plus gros dont il faille s'inquiéter, 1999 JM8. Il est à peu près aussi large que Manhattan, et il a la fâcheuse habitude de s'approcher de la Terre un peu trop près au goût de tous. Un petit astéroïde nommé 2020 VT4 s'est approché de notre planète plus près qu'aucun autre ne l'a jamais fait. En novembre 2020, il a survolé l'océan Pacifique à une altitude à peine inférieure à la distance entre Los Angeles et Las Vegas. Cette roche spatiale avait la taille d'une grosse voiture. S'il avait pénétré dans l'atmosphère terrestre, l'astéroïde se serait désintégré complètement avant de toucher le sol. Les chutes d'astéroïdes et de météorites ne sont pas si rares sur notre planète. Mais heureusement, la plupart d'entre eux s'embrasent et se consument lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère. C'est Mars qui est responsable de ces pluies de météorites si fréquentes. La planète ne se trouve pas loin de la principale ceinture d'astéroïdes du système solaire. Et parfois, l'attraction gravitationnelle de la planète rouge attire les astéroïdes qui s'y trouvent. Puis Mars les fait tourner et les projette dans notre direction, un peu comme une fronde. Heureusement que nous sommes protégés par Jupiter. C'est la plus grosse planète de notre système solaire et elle possède un champ gravitationnel incroyablement puissant. Celui-ci maintient la ceinture d'astéroïdes en place et nous évite d'être constamment frappés par une pluie de météorites. Et c'est une bonne nouvelle, étant donné que Cérès se trouve dans la ceinture d'astéroïdes.
Cet énorme rocher de l'espace est si massif que l'on considérait autrefois que c'était une planète. Puis, pendant de nombreuses années, les scientifiques ont catégorisé Cérès comme un astéroïde. Mais en 2006, il a finalement été reclassé comme une planète naine. Cet objet spatial représente à lui seul un tiers de la masse totale de la ceinture d'astéroïdes, soit environ 4% de la masse de notre Lune. Si la Terre avait la taille d'une pièce de 5 centimes, Cérès aurait la taille d'une graine de pavot. Si un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre se dirigeait vers notre planète, pourrait-on le stopper? Nous pourrions briser le rocher en plus petits morceaux à l'aide d'une explosion massive. On n'aurait d'ailleurs même pas besoin d'atteindre l'astéroïde géant. Il suffirait seulement de se rapprocher de sa surface. Boum! Une puissante explosion d'énergie diviserait l'astéroïde en plusieurs gros morceaux et des tonnes de débris. Les plus petites pierres se consumeraient dans la chaleur dégagée par l'explosion. Et cela modifierait également la trajectoire de l'astéroïde. Les plus gros fragments brûleraient en entrant dans l'atmosphère. Tous les témoins de cette exceptionnelle pluie de météorites auraient la chance d'admirer un magnifique spectacle de feu. Un autre moyen de protection pourrait être un bélier cinétique. En termes simples, il s'agirait d'un énorme objet que les gens enverraient vers l'astéroïde en approche. Ou bien un vaisseau spatial lourd. C'est la méthode que les scientifiques ont choisie pour empêcher l'astéroïde Apophis de tomber sur la Terre. Cet astéroïde mesure 366 mètres de diamètre et passe souvent près de notre planète, s'approchant jusqu'à 30 571 km au-dessus de nos têtes. L'astéroïde va à nouveau passer près de notre planète en 2029, et il est possible qu'en 2036, il s'écrase sur la Terre. Si cela se produit, l'explosion laissera un cratère de plus de 4,8 km de diamètre. Dans un rayon de 10 km autour de la zone d'impact, tous les bâtiments et tunnels de métro s'effondreront ou seront lourdement endommagés. L'événement déclenchera également un puissant tremblement de terre. Dans un rayon de 50 km autour du cratère, les vitres des voitures et des maisons seront brisées. Et à 120 km du point d'impact, le tremblement de terre déplacera les meubles des habitations. Une façon d'empêcher une telle catastrophe serait donc de construire un vaisseau spatial lourd. Il décollerait de la Terre, accélérerait, puis foncerait sur l'astéroïde à toute vitesse. L'impact modifierait la trajectoire de l'énorme rocher spatial et il passerait finalement à bonne distance de notre planète. Nous pourrions aussi essayer d'arrêter l'astéroïde en l'enveloppant dans du papier d'aluminium. Cela rendrait sa surface réfléchissante et la pression solaire pourrait alors modifier progressivement la trajectoire de l'astéroïde. Une autre alternative consisterait à utiliser un remorqueur gravitationnel. Il faudrait envoyer un vaisseau spatial massif et sans équipage vers l'astéroïde. Il volerait jusqu'au rocher spatial et l'attirerait lentement auprès de lui grâce à sa propre force gravitationnelle. Un petit changement de cap suffirait pour que l'astéroïde croise notre planète sans la heurter. Une autre façon de protéger la Terre serait de construire un système de lentilles géantes dans l'espace. Tu as peut-être déjà essayé de concentrer la lumière du soleil avec une loupe. Tu sais alors à quel point cette lumière concentrée peut être chaude. Imagine maintenant qu'on installe de nombreuses lentilles géantes, toutes dirigées vers un seul point. Les scientifiques pensent que le fait de focaliser un faisceau de lumière aussi puissant sur l'astéroïde ferait fondre et s'évaporer la roche, ce qui changerait lentement sa trajectoire. Un autre moyen supplémentaire de nous protéger serait d'installer plusieurs moteurs à sa surface. Cela transformerait l'objet spatial en une sorte de fusée, et on pourrait alors déterminer sa trajectoire depuis la Terre. Les étoiles errantes représentent un danger bien plus grand. Comme les astéroïdes, elles volent dans l'espace et peuvent entrer en collision avec tout ce qui se trouve sur leur trajectoire. Le problème est qu'elles ont une masse gigantesque, parfois comparable à celle de notre Soleil. Il y a environ 70 000 ans, un duo d'étoiles intergalactiques est passé en trombe devant le Soleil. Elles n'ont pas affecté la Terre, mais ont causé quelques perturbations à la périphérie du système solaire. Cet événement est susceptible de se reproduire. Un jour, l'étoile solitaire Gliese 710, qui a une masse équivalente à la moitié de celle de notre Soleil, se déplace en ce moment même vers notre système solaire. Il est possible qu'elle commence à attirer des roches de la ceinture d'astéroïdes extérieure et à les attirer vers nous. Et alors, les rares pluies de météorites que l'on peut observer de nos jours deviendront un événement régulier. Mais pour l'instant, cette étoile errante est extrêmement éloignée de notre monde. Et il y a plus de chances qu'elle passe à côté de nous sans affecter notre paisible existence.
Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres, en revanche, ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces?
ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard. Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité ? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey.
Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années.
Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire. Et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux.